Merci beaucoup Xavier Bébin de nous accueillir. On va accueillir ensemble quelques intervenants. Maintenant, on va feuilleter ensemble les 5 propositions de ce pacte 2012. Et nous accueillons pour commencer, s'il vous plaît, Michel Bidard qui vient nous rejoindre et Stéphane Maître, s'il vous plaît. Michel Bidard va témoigner dans quelques instants sur son expérience et Stéphane Maître est avocat au barreau de Paris. On va rentrer ensemble dans la première proposition. Si nous regardons la première page en fait, de ce pacte 2012, la première proposition, l'égalité des droits entre la victime et l'accusé. Madame et monsieur, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je le disais tout à l'heure, on va échanger ensemble. Madame Bidard, j'ai envie de connaître votre histoire. Beaucoup de gens vont la découvrir maintenant certainement. Il est important aujourd'hui pour l'Institut pour la justice d'inviter non seulement des spécialistes bien sûr, mais aussi des gens qui dans leur quotidien ont eu affaire à la justice et qui vont pouvoir témoigner, nous rappeler peut-être que ça peut nous arriver à nous tous les jours, que c'est peut-être arrivé aussi à des gens dans notre entourage. Michel Bidard, qu'est-ce qui vous amène ici ce matin? Dans quelles circonstances vous avez eu affaire à la justice? Eh bien, mon fils a subi un viol. Donc, c'est un jeune homme autiste. Et je dirais que très vulnérable. Donc, il s'est fait embarquer dans une histoire. Enfin, bref. Donc, son agresseur, son présumé agresseur, est passé aux assises. Le parquet a requis 15 ans, convaincu de la culpabilité de ce personnage. Et la Cour l'a acquitté. Et nous n'avons pas eu le droit d'appel. Pas eu le droit d'appel? Non, pas de droit d'appel. Comment est-ce que vous avez vécu cette annonce du verdict? Alors, sur le moment, c'est la stupéfaction. Oui. On n'y croit pas. Ça a été une véritable douleur. Ensuite, on devait attendre 10 jours pour savoir si le parquet allait faire appel. Malheureusement, celui-ci n'a pas fait appel. Donc après, pour nous, c'était l'anéantissement. Mais vraiment, l'anéantissement. Je pense que je n'exagère pas. Ne pas faire appel, on a l'impression là qu'on parle un peu de tambouille administrative, etc. Est-ce que vous êtes posé, vous avez trouvé ça bien sûr injustifié? Pourquoi? Comment est-ce que vous avez crié votre Ah oui, colère? mais c'est complètement injuste. De toute façon, on avait besoin d'un deuxième procès. Oui. La victime doit être à pied d'égalité que l'agresseur. On doit être à pied d'égalité, il n'y a pas de raison. L'agresseur a tous les droits et nous, non. C'est pas normal. C'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui? Oui, c'est une pour manière ça. de crier la colère, de demander des choses, bien sûr? Oui, bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de bousculer un peu les consciences. Il est temps quand même de remettre un petit peu les choses dans le bon sens, je dirais. D'autant plus que mon fils, comme je vous ai dit, autiste, est un majeur protégé. Et j'ai trouvé là que le parquet nous avait quand même abandonnés. Pour un majeur protégé, je trouve que c'était encore doublement injuste. Je vais me tourner vers Stéphane Maître qui est à vos côtés et qui est avocat au barreau de Paris, je le disais. Stéphane Maître, comme tous les citoyens, on a beau entendre des histoires comme ça tous les jours, on ne s'y fait jamais. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la situation. Comment ça se fait que dans notre système, une victime ne puisse pas faire appel? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? Alors, moi, je voudrais d'abord rappeler que bien souvent, la victime subit l'appel fait par l'accusé. Oui. Car dans beaucoup d'hypothèses, l'accusé, lui, a la possibilité de faire appel et il ne s'en prive pas. Il n'est pas question d'ailleurs de lui contester. Il fait appel, ce qui oblige bien souvent la victime à vivre l'épreuve douloureuse une seconde fois d'un deuxième procès après le premier procès qu'elle a vécu. Donc, ceci pour dire que la victime n'est pas ici dans une démarche de revendication. Ça ne fait pas plaisir à Madame Bidard, je pense, l'idée forcément de se retrouver devant une cour d'assises d'appel. Ce qui est en cause, c'est l'inégalité de traitement. Ce qui est incompréhensible, c'est que des droits légitimes accordés à l'accusé ne le soient pas dans le même temps à la victime. C'est ça qui est en cause. Alors, c'est quoi l'explication? L'explication, elle est historique. Une tradition, pas si ancienne que ça d'ailleurs, a transformé le procès pénal en une sorte de face-à-face exclusif entre d'un côté l'accusé et de l'autre côté l'accusation incarnée par le procureur de la République. Et dans ce face-à-face, eh bien, la victime passe au troisième plan.
Bon, et l'idée sous-jacente, c'est qu'il y a en quelque sorte, je crois, une disqualification de la victime, qui est fondée sur l'idée que la victime serait animée par je ne sais quel sentiment de vengeance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dès qu'il est question de droit des victimes, on entend ce mot, ce spectre de la vengeance. Alors moi, je voudrais vous dire une chose, c'est que la priorité d'une victime, ce n'est pas la vengeance. La priorité d'une victime, c'est que son agresseur soit mis hors d'état de nuire pour elle-même et puis pour les autres victimes potentielles, parce que la victime ne souhaite en général à personne ce qu'elle a eu le malheur de subir. J'ai envie de comprendre, dans ce que nous raconte Madame Bidard, est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel? Il y a quand même le parquet qui peut faire appel aussi si nécessaire, j'imagine. Eh bien, vous avez là un exemple vécu qui montre que ça n'a pas été le cas. Il ne faut pas généraliser. Oui. On ne va pas prétendre que la justice se déroule dans ces conditions à chaque fois. Mais ce qu'il faut bien comprendre, on a l'exemple là d'une situation particulièrement grave puisqu'on est dans une affaire d'assises. Il y a aussi dans notre justice quantité d'affaires correctionnelles où l'on rencontre dans la phase de jugement exactement le même problème, où on est en présence d'une justice qui brasse une quantité infinie d'affaires et dans lesquelles la victime est totalement dépendante du parquet et n'a pas la possibilité de faire entendre une seconde fois par un deuxième juge sa cause, alors que l'accusé, lui, a cette possibilité. Vous comprenez, c'est ça le problème. Moi, je crois que la victime ne doit pas dépendre, ne doit pas être infantilisée, ne doit pas avoir ses droits par procuration par rapport au ministère public, elle doit avoir ses droits propres, et ce, à tous les stades de la procédure pénale. Parce que ça veut dire qu'il y a, d'autres inégalités autres que celles que l'on vient d'entendre. On vient de parler de la phase de jugement qui est importante, il y a les jugements d'assises, les verdicts, il y a les jugements de correctionnels, mais autrement il y a l'avant-jugement et puis il y a l'après-jugement. L'avant-jugement, c'est l'enquête, l'instruction. Et il y a un point sur lequel la victime est également exclue, c'est un point absolument central dans une instruction, c'est la question de la détention provisoire et du contrôle judiciaire. Est-ce que les Français savent que la victime n'est pas consultée, on ne lui demande pas son avis, on ne lui demande pas de s'exprimer devant le juge des libertés et de la détention sur la question centrale de la détention provisoire ou du contrôle judiciaire? Ça signifie quoi? Je vais vous donner un exemple. Moi, je défends en ce moment un homme qui a été agressé à l'acide sulfurique. Il est défiguré, il a perdu un œil. Alors, il vit dans l'angoisse d'une mise en liberté du commanditaire présumé de cette agression. Pas pour le plaisir de le sentir en prison, mais pour deux raisons simples. Il me dit, écoutez, cette question de la détention provisoire, moi, c'est pas que le problème du procureur de la République, c'est aussi mon problème, parce que c'est mon œil que j'ai perdu, c'est pas celui du procureur. Donc ça me concerne, moi, cette question. Et puis, deuxièmement, je sais que si cette personne est mise en liberté ou qu'elle bénéficie d'un contrôle judiciaire trop lâche, eh bien, on peut faire une croix sur tous les témoignages qui ont été requis pendant l'instruction. Ça, c'est la phase de l'avant-jugement, mais il y a aussi l'après-jugement. Oui. Vous avez toute la phase cruciale de l'application de la peine, également, où la victime n'est pas traitée comme une partie à part entière et n'a pas la possibilité de contester les libérations anticipées du condamné. Voilà, inégalité à tous les stades de la procédure pénale, inégalité qu'il convient de corriger. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, dont je vais parler aussi tout au long de la matinée, disent que si ces droits sont accordés à la victime, on risque une dérive vers une justice privée, vers une justice guidée par la vengeance, par l'émotion. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Je leur réponds que le système que nous préconisons est exactement l'inverse de la justice privée. Vous savez, c'est quand la victime a le sentiment de n'être pas écoutée par la justice des juges qu'il peut y avoir cette tentation d'une justice privée, d'une justice que les victimes se feraient à elles-mêmes. Nous souhaitons que la victime ait un égal accès au juge. C'est le contraire de la justice privée. La justice reste rendue par le juge. Il s'agit simplement de donner à tous les acteurs du procès pénal, à commencer par celle qui subit le procès pénal, qui subit en tant que victime, personne n'a jamais souhaité de victime, un égal accès au juge. Je crois que toutes les voix, celle de la défense bien sûr, celle de l'accusation, mais également celle de la victime, toutes les voix méritent d'être entendues et vous pouvez compter sur nous. On ne fera pas taire la voix des victimes. L'égalité des droits entre la victime et l'accusé, Xavier Bébin, c'est la première proposition de votre pacte 2012. J'imagine que ce n'est pas un hasard. Non, ce n'est pas un hasard parce qu'il est nécessaire de rééquilibrer la balance de la justice. Depuis 30 ans, on a considérablement accru les droits de la défense. Et on ne souhaite pas revenir en arrière. Mais aujourd'hui, notre procédure elle est déséquilibrée. Et pour la rééquilibrer, il faut renforcer
les droits de la victime. Et au-delà de ça, ce n'est pas seulement une proposition, ce n'est pas seulement une mesure de procédure, c'est un principe. La considération qui est due à la victime doit irriguer tout notre droit pénal et tout le fonctionnement de notre justice. Et c'est tout ce dont on parle, évidemment. Madame Bidard, je voulais vous remercier. Maître également. On vous applaudit, on vous remercie tous les deux. Et nous accueillons Thibaut de Montbrial, s'il vous plaît.